Si tu es là, c'est que tu souhaites partir sereinement à ta prochaine, voire première randonnée. Eh bien, laisse-moi tout d'abord te féliciter pour cette initiative, car malheureusement aujourd'hui, il y a encore un peu trop de monde qui considère cette pratique un peu trop à la légère. Partir en randonnée, surtout en montagne, surtout sur plusieurs jours, ça ne s'improvise pas. Certains d'entre vous doivent se demander, mais c'est qui celle-là à vouloir donner des conseils sur la randonnée? Et vous avez bien raison de vouloir savoir à qui vous avez affaire. Moi, c'est Anna. Et certes, je ne suis pas guide de haute montagne. Mais ce qui me crédibilise un peu à vous donner des conseils et à vous partager mon expérience, c'est que justement de l'expérience, j'en ai pas mal accumulé. Mes premiers souvenirs, c'est quand je ne savais pas encore marcher. J'étais sur le porte-bébé porté par mon père. Donc j'ai été très rapidement introduite à l'univers, quoi. Mais à partir du moment où j'ai su mettre un pied devant l'autre, alors là, c'était parti. Les Alpes, les Pyrénées, la Corse. D'ailleurs, j'ai fait le GR20. Je crois que j'avais, enfin pas tout le GR20, mais des petits bouts de GR20 à 8 ans. Alors bien évidemment, au début, j'ai commencé par des randonnées à la journée. Mais très rapidement, mes parents m'ont introduit à ce qu'on appelle la randonnée en itinérance. Donc des randonnées plus longues, aussi appelées trek, où notamment on était en autonomie totale pour notre ravitaillement. Ça fait clairement partie des plus beaux souvenirs de ma vie. Et d'ailleurs, il y a 3-4 ans, j'ai décidé que ces expériences, j'allais les partager avec vous. Et c'est suite à vos retours, suite à vos questions, que je me suis dit, c'est trop cool de vous donner envie, mais ça sera encore plus cool que je vous donne les outils pour que vous puissiez vous aussi vous lancer dans l'aventure. Voici donc, selon moi, les 6 étapes indispensables pour bien préparer sa randonnée en autonomie et en itinérance. Étape 1, ou plutôt prérequis, commencer mollo. Comme tout sport, car oui, la randonnée est un sport, il faut commencer progressivement. Je sais, ça peut donner envie de directement se fixer un objectif très très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui vont sans préparation sur le GR20 par exemple, et qui vont jusqu'au bout. Mais c'est pas parce que c'est possible que c'est conseillé. Ne pas se préparer, c'est vraiment augmenter considérablement les chances d'avoir une galère plus ou moins grave, et surtout d'en chier beaucoup plus que si vous étiez préparé. Rappelez-vous qu'il faut rester humble face à la pratique de la randonnée. Souvent, on minimise l'effort que ça constitue parce que c'est que de la marche. Mais en fait, l'effort est beaucoup plus soutenu que ça. Il s'agit de porter souvent un poids conséquent sur son dos, d'accumuler un dénivelé important, de marcher une journée entière et surtout de le répéter avec en plus l'inconfort que peut constituer de dormir dans une tente. Comment bien commencer? Imaginons que vous êtes dans le cas de figure où vous avez vraiment jamais fait de randonnée. Ce que je vous conseillerais, c'est d'abord de prévoir un week-end de randonnée. Vous allez à la montagne, vous louez un petit Airbnb, un petit gîte et vous prévoyez une journée de randonnée. En fonction de votre forme physique, vous allez choisir un parcours entre débutant et intermédiaire. Je vais vous mettre un tableau ici ou là de ce qui est considéré comme parcours débutant ou intermédiaire en termes de distance et de dénivelé. Une fois que vous avez effectué cette première randonnée, notez bien le ressenti que vous avez eu. Est-ce que vous étiez en difficulté ou est-ce que vous étiez en aisance? En fonction de ça, le deuxième jour, si vous étiez à l'aise, augmentez la difficulté en distance, en dénivelé, en poids de sac à dos, un des trois, les trois en même temps, à vous de voir. Si vous étiez un peu plus en difficulté, diminuez la distance ou le dénivelé. Répétez cette expérience à minima une deuxième fois pour vous familiariser avec le bivouac, donc le fait de dormir dans une tente. Alors, je sais, étant citadine, la montagne, c'est pas non plus le truc le plus accessible. Mais ayez en tête que vous pouvez aussi planifier d'autres week-ends de marche, pas forcément en montagne, parce que c'est pas obligatoire de s'entraîner forcément avec du dénivelé positif. Est-ce que notamment dans votre région, il y a des forêts sympas, il y a des chemins côtiers? Il faut savoir que déjà habituer son corps à être en marche constante pendant toute une journée et à porter quelque chose sur son dos, c'est déjà une très bonne base. Et en complément de cela, vous pouvez très bien pratiquer un sport d'endurance comme la course à pied ou un sport de renforcement musculaire pour notamment combler le manque d'entraînement en dénivelé positif et négatif. À titre personnel, je pratique beaucoup de musculation et je sais vraiment que ça m'aide beaucoup sur mes cuisses, sur mes fessiers quand il y a une belle montée qui m'attend. Étape 2, déterminer la période et le lieu de randonnée. Il faut savoir que l'un conditionnera l'autre. Bah oui, forcément. Si vous voulez partir par exemple dans les Alpes, vous n'allez pas pouvoir le faire n'importe quand dans l'année. Et si vous voulez partir en mai, il y a encore de la neige dans beaucoup d'endroits, donc ça va restreindre un peu votre choix. Si vous avez une période précise en tête, mais que vous n'avez pas trop d'idées sur les lieux, je vais vous partager quelques sites que j'utilise personnellement pour dénicher mes futures randonnées.
On commence par le classique Visorando, le Wikipédia de la randonnée. C'est archi simple d'utilisation, vous choisissez la zone géographique qui vous intéresse, vous pouvez même choisir la durée, la difficulté, et là, les résultats s'affichent souvent en nombre. Vous pouvez ensuite les étudier, chacun a une fiche technique et une description, et vous avez même des photos ou des avis de personnes qui ont effectué cette randonnée. Ensuite, on passe sur Les Others, c'est un média outdoor qui partage beaucoup d'idées de randonnée, mais aussi des conseils en lien avec le sport en extérieur. Dessus, vous pouvez trouver beaucoup d'inspi sympas à trouver dans la catégorie aventure. Vous avez bien évidemment pour chaque randonnée une description et souvent aussi des photos très sympas. Et enfin, on termine par Chiloé, qui est aussi un média axé sur l'aventure outdoor. Là, vous pouvez directement aller dans la section aventure puis carte. Vous avez également un choix important de randonnée avec plein de lieux différents et des durées différentes. Et en plus de tout ça, si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à fouiller Internet. On a la chance d'avoir une quantité d'informations gratuites disponibles, alors allez-y. Personnellement, avant de choisir une randonnée, j'ai l'impression d'être une détective privée. J'épluche tout ce que je peux éplucher. Je fais au moins 3 pages Google sur la randonnée en question. Et je regarde aussi pas mal YouTube. C'est notamment ce qui m'a motivée à faire des vidéos de randonnée parce que ça m'aidait beaucoup de regarder un peu le contenu, ce qu'il y avait sur YouTube, savoir à quoi m'attendre, est-ce que ça correspondait un peu à mes envies en termes de difficultés, en termes de paysage, etc., etc. Et sinon, aux experts qui regardent cette vidéo et qui ont d'autres recommandations tout aussi intéressantes, je vous invite à les partager en commentaire. Étape numéro 3, étudier son itinéraire. Alors, une fois que vous avez jeté vos dévolus sur une rando particulière, il va s'agir de bien étudier son itinéraire et de savoir comment vous allez le découper jour par jour. Si vous voulez suivre le découpage qui est déjà conseillé sur la fiche d'une randonnée, c'est souvent le cas quand on en trouve sur internet, et que ce découpage convient à votre forme physique, c'est tout bon, on s'arrête là. Si le découpage initial ne vous convient pas, eh bien adaptez-le à votre niveau. S'il est trop ambitieux, raccourcissez un peu les étapes, de sorte à avoir des journées un peu plus courtes en termes de distance et de dénivelé. Si au contraire, vous sentez que vous êtes capable d'absorber plus et d'avoir plus de kilomètres dans vos jambes sur une journée, changez un peu le découpage. Ayez en tête que en fin de journée, vous devez vous trouver dans une zone où le bivouac est possible. Et là, vous me dites, mais comment sait-on ça ? Comment repère-t-on les points de bivouac ? Eh bien, il y a 3 points à vérifier. D'abord, les réglementations en vigueur dans les parcs nationaux que vous traversez. Généralement, la règle, c'est pas de camping et bivouac autorisé de 19 à 7 heures. Mais il y a aussi des zones où le bivouac est strictement interdit et il faut bien le respecter. Deuxièmement, il faut prendre en compte la nature du terrain. Et oui, on ne peut pas planter sa tente n'importe où. Idéalement, on repère les endroits les plus plats possibles en lisant les courbes de niveau sur une carte. Plus les courbes sont espacées entre elles, moins la pente est forte. Et enfin, il arrive, sur les randonnées les plus connues, qu'il y ait des zones spécialement dédiées au bivouac et ces zones sont indiquées sur les cartes, comme sur le Tour du Mont Blanc par exemple. Idéalement aussi des zones avec de l'eau, mais ça j'y viendrai juste après. En tout cas moi ce que je conseille toujours pour le découpage, c'est une première journée mise en jambes. Surtout si vous êtes rouillé et que c'est votre première rando de la saison ou votre première rando tout court, ne commencez pas avec la journée la plus difficile de vos randonnées. Moi généralement j'ai un trajet avant, donc je commence souvent vers midi, donc je vais pas sur une après-midi faire 20 km et me casser totalement. Non, c'est pas l'objectif. Bon, et une fois que ce découpage est clair, c'est pas terminé. En fait, il s'agit de se familiariser avec cet itinéraire en passant du temps à lire la carte, à repérer les points d'intérêt, les difficultés potentielles. Alors, bien évidemment, on ne se dit pas qu'il faut connaître par cœur son itinéraire, tous les ruisseaux et rivières et cols, etc. Non, juste de le lire plusieurs fois pour ne pas se sentir complètement perdu quand on arrive le jour J et qu'on commence une rando. C'est quand même plus rassurant, je trouve, de connaître un peu les noms et les points d'intérêt et les difficultés qu'on va avoir lors de la randonnée. Ça permet aussi de savoir à peu près s'orienter sans devoir sortir et regarder la carte toutes les 10 minutes. Donc, en plus d'être rassurant, c'est aussi pratique. Étape numéro 4, définir sa stratégie de ravitaillement. Point numéro 1 de cette stratégie, j'ai nommé l'eau. Alors l'eau, c'est un des points cruciaux, si ce n'est le plus important en randonnée. On peut être rarement plus
dans la merde que dans la situation où on manque d'eau. Et j'avoue qu'en ce qui me concerne, je suis un peu une flippette de l'eau. Vraiment, c'est un peu ma phobie avec les patous et les orages en randonnée. Donc le ravitaillement en eau, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas improviser, qu'il faut prévoir en amont. Comme je l'ai dit juste avant, c'est ce qui peut notamment fortement influer le découpage de votre itinéraire. Car forcément, l'eau, on en a besoin tous les jours. Et du coup, forcément, il faut se ravitailler aussi tous les jours, sauf si vous avez décidé de porter 30 litres. Mais je pense que vous n'allez pas très loin, quoi. Donc, à noter qu'il faut à minima 2 à 3 litres d'eau par jour par adulte. Et ça ne comprend pas l'eau qui est nécessaire notamment pour votre nourriture. Surtout sur le lyophilisé, le riz, les pâtes, etc. Il faut prendre tout ça en compte. Donc, calculez bien vos besoins par jour et identifiez les points de ravitaillement possibles. Donc, les points de ravitaillement possibles, c'est notamment les refuges que vous pouvez croiser sur votre chemin, les sources qui sont généralement indiquées sur une carte, les rivières, les torrents, les lacs. Pour ces 3 dernières options, c'est important de noter que l'eau n'est pas directement potable. C'est pas parce que c'est la nature, tout ça, pureté de l'air, machin, que l'eau est potable. Non. Une charmante vache a potentiellement lâché une très grosse bouse juste en amont que vous ne voyez pas et qui se déverse dans la rivière. Et je vous assure, si vous buvez cette eau avec ces petites bactéries, je pense que vous n'allez pas passer un très bon moment. Et donc il faut utiliser soit des gourdes filtrantes, soit des petites pastilles qui sont prévues à cet effet. Autre conseil, très important, vous avez la possibilité, avant de commencer votre randonnée, de vous renseigner sur le niveau d'eau ou le débit. Je sais que notamment, à titre personnel, quand j'ai fait une randonnée dans le Vercors, on était sur un été très aride et on a notamment vérifié le débit de certaines sources, certaines qui étaient complètement à sec. Donc heureusement qu'on avait cette info et qu'on l'a pris en compte parce qu'on a croisé pas mal de monde sur le parcours qui sont laissés surprendre par cette information, qui n'avaient pas eu l'automatisme de vérifier. Et on est quand même sacrément embêté quand en fait on se retrouve dans une situation où on crève de soif et on n'a pas d'eau parce que c'est à sec, quoi. Généralement, cette information, vous pouvez la trouver sur les sites des parcs nationaux ou alors vous pouvez, si vous ne trouvez pas l'information directement en ligne, contacter l'office de tourisme le plus proche. Donc soit ils vont vous indiquer le site adéquat, soit ils vont pouvoir vous donner l'information directement au téléphone. Point numéro 2 sur le ravitaillement, la nourriture. Alors déjà, en fonction de la durée de votre randonnée et aussi du poids que vous pouvez souhaitez supporter sur votre dos, vous allez être en autonomie complète ou semi-complète. N'oubliez surtout pas qu'en randonnée, vraiment, on a la dalle. Donc, choisissez vraiment des aliments qui sont riches. Vous avez besoin d'énergie pour marcher toute la journée. C'est pas le moment d'être au régime, c'est pas le moment d'être restrictif. Je vous conseille vraiment de bien définir votre besoin en nourriture en amont de votre randonnée. Donc, pour chaque jour marcher, le matin, le midi, le soir et les encas dont vous avez besoin le long de la journée. Sans rentrer dans des calculs ultra spécifiques, il faut savoir qu'en moyenne, la pratique de la randonnée double les besoins en apport énergétique. Ça peut être assez conséquent. Donc les astuces sur ça, c'est de pas lésiner notamment sur les encas, mais surtout avoir des repas bien riches, bien denses. Sur ça, vous pouvez vous baser sur des aliments comme par exemple les oléagineux, tout ce qui est amandes, différentes noix. Les fruits séchés sont également très intéressants parce qu'ils sont riches et c'est un bon coup de boost parce qu'ils sont pleins de glucides. Le fromage à pâte dure aussi qui se conserve plutôt bien en randonnée. Il y a également les barres énergétiques et bien évidemment aujourd'hui il y a un grand choix en repas lyophilisés. Si vous décidez de le faire en semi-autonomie et que vous décidez par exemple de manger le midi ou le soir en refuge, généralement les repas ils sont costauds, donc pour ça il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est quand même rare, moi ça m'est jamais arrivé d'avoir faim après un repas en refuge. En revanche, ça m'est déjà arrivé d'avoir faim et de pas très bien prévoir les quantités de nourriture que je portais. Et vraiment, se coucher après une journée éreintante avec le ventre à moitié rempli, c'est pas cool. Je ne conseille pas. Donc évitez ça et planifiez au jour le jour votre menu matin, midi, soir et les encas dont vous avez besoin pour être sûr que vous n'allez pas vous faire surprendre. Étape
5. Choisir et tester son matériel. Alors là, c'est crucial. Laissez-moi vous dire qu'il y a une règle écrite partout dans le manuel de la Bible de la rando. Il ne faut jamais, au grand jamais, découvrir son matériel en pleine randonnée. S'il vous plaît, non. Au mieux, avant de partir sur une grande expédition, il faut avoir testé notamment son matériel sur des expéditions plus courtes. Mais si vous n'avez pas l'opportunité de le faire, eh bien faites-le chez vous. La tente, par exemple, que j'avais sur l'expédition du GR10 de cet été, je venais de l'avoir, c'était un cadeau, j'ai pas pu la tester en randonnée avant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai prise avec moi, je suis allée chez mes parents, je l'ai dépliée dans le jardin et je me suis entraînée à la déplier et à la replier, de sorte déjà à m'assurer qu'il n'y avait pas d'éléments manquants, parce que clairement, tu te retrouves en pleine montagne avec un élément manquant, bah t'es un peu dans la merde, hein, qu'on se dise les choses, voilà. Accessoirement, ça te permet de gagner du temps, parce que tu sais très bien comment se plie et se déplie ton matériel, c'est quand même bien pratique, au lieu d'y aller à l'improviste. Et en termes de choix du matériel, eh bien vous avez plein d'informations encore une fois sur internet, notamment sur les mêmes sites que je vous ai conseillés pour le choix de la randonnée. Mais je vous invite fortement à aller vous faire conseiller directement en magasin. Moi, pour les grands achats du type tente ou matériel un peu plus coûteux, je vais au Vieux Campeur ou à Decathlon. Et souvent, j'ai de très bons conseils de la part des vendeurs. C'est aussi toujours plus sympa d'avoir la possibilité de voir directement l'équipement, de pouvoir le peser, de voir par exemple la taille de l'emballage d'une tente. C'est chouette de s'en rendre compte. Donc si vous avez la possibilité d'aller en magasin, n'hésitez pas. En ce qui concerne le matériel et l'équipement de randonnée en tant que tel, je pense faire une vidéo très prochainement à ce sujet en vous détaillant exactement ce que j'ai dans le sac. Mais ça sera pour une prochaine fois comme son nom l'indique, parce que sinon là on va partir sur une vidéo de 1 heure. Il y a déjà beaucoup d'infos là, non ? Donc, encore une fois, familiarisez-vous avec votre matériel, testez-le, ne découvrez pas toute la panoplie le jour J, notamment les chaussures. Si vous n'avez pas la possibilité de marcher avant, faire des randonnées, allez marcher dans votre parc à côté de chez vous avec. Vérifiez si ces chaussures ne vous font pas des ampoules par exemple. Vraiment, essayez de le tester au maximum et découvrez le moins de choses possible le jour J. Étape 6. Et étape finale, prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. Alors cette étape, elle s'effectue 1 à 2 jours avant le départ. Point numéro 1, décidez si vous allez partir ou non. Et là vous me dites, mais Anna, en fait je viens de me préparer, là j'ai tout acheté, là il y a tout qui est prêt, mon itinéraire il est prêt, il y a tout qui est prêt, mon sac il est prêt, qu'est-ce que tu me dis là? Pourquoi je devrais me décider à partir ou pas partir? En fait, il y a une dernière chose que vous devez prendre en compte, c'est la météo. Et ça, malheureusement, c'est la chose qu'on ne contrôle pas. Ça arrive, c'est ce qui peut empêcher à la dernière minute de partir. Parce que la météo change très vite en montagne. Et les prévisions les plus fiables, c'est celles qui sont littéralement 1 jour ou 2 jours avant. Donc oui, je sais, ça peut être très frustrant. Mais si dans les prévisions que vous voyez, il y a un orage, je suis désolée de vous dire, mais vous ne partirez pas. Et pour info, la météo, elle se vérifie à plusieurs endroits. Donc vous avez la Météo France classique, etc. Moi, je contacte l'office de tourisme le plus proche qui ont les prévisions météorologiques les plus précises. Point numéro 2, fortement conseillé à tout départ en randonnée et obligatoire si vous partez tout seul, vous partagez votre parcours à vos proches, à vos parents, à votre frère, à votre soeur, à votre cousin, à votre voisine, je m'en fous, mais vous le partagez à quelqu'un. Souvent, on ne capte pas en randonnée et tant mieux d'ailleurs, ça nous permet de décrocher un peu de nos téléphones. Mais du coup, si vous arrive quelque chose, par définition, vous ne pouvez pas joindre quelqu'un pour demander de l'aide. Personne peut vous joindre aussi pour savoir si tout va bien. La seule chose qui vous rattache entre guillemets à de l'aide, c'est le fait d'avoir partagé son parcours. Précaution numéro 3, se munir d'une trousse de secours et d'une couverture de survie. On ne part pas en randonnée sans trousse de secours. Je vais vous mettre une liste exacte de ce qu'il faut mettre dans cette trousse, des pansements, etc. Je vais mettre la liste ici. Couverture de survie non négociable. Précaution numéro 4, télécharger son parcours en tracé GPX dans l'application de votre choix et s'assurer qu'elle est bien disponible hors ligne. Si vous faites le choix d'uniquement utiliser des cartes papier, bon, alors cette question ne se pose pas, même si, selon moi, c'est toujours mieux d'avoir le double, c'est-à-dire une carte papier IGN et une carte digitale sur le téléphone ou sur une tablette. Et enfin, 5e et dernière précaution, reparcourir une nouvelle et dernière fois sa checklist.
La base pour un départ serein, c'est d'être certain de n'avoir rien oublié. Et moi, ce que j'adore faire, c'est un peu mon petit rituel avant départ, c'est de mettre absolument tout mon matériel par terre et de reparcourir une dernière fois ma checklist. Cette checklist, je l'ai utilisée déjà à plusieurs reprises et du coup, comme c'est un outil qui marche bien pour moi, qui me permet de m'assurer que j'ai bien tout avec moi, je me suis dit que j'allais vous la partager et du coup, elle est dispo en description. Je ne suis pas la personne la plus minimaliste du monde. J'essaye au fur et à mesure de mes randonnées de m'alléger au plus possible et je sais que j'ai encore des efforts à faire là-dessus. Et typiquement dans ma checklist, la catégorie numérique prend pas mal de place parce que notamment mon matos vidéo-photo pèse son poids. Donc cette checklist, n'hésitez pas à la personnaliser, à l'utiliser comme bon vous semble. En tout cas, je pense que c'est une bonne base et j'espère que ça pourra vous aider comme moi ça m'a aidé à ne rien oublier. Voilà les amis, c'est terminé. Normalement, si vous suivez toutes ces étapes, il n'y a aucune raison que votre randonnée se passe mal. Au contraire, je suis certaine que vous allez adorer. Surtout, n'oubliez pas de contempler, de prendre votre temps, de déconnecter, de méditer et de profiter de cette expérience pour vous reconnecter aux choses simples. De ranger le téléphone, d'écouter les bruits de la nature, d'accepter la douleur parfois. En tout cas, si certains points n'étaient pas clairs ou que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serais vraiment ravie d'y répondre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, car oui, il y en a plein d'autres qui arrivent ici, sur la randonnée bien évidemment, mais sur la course à pied et le sport en général. Et d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent ici et merci beaucoup pour votre soutien. Allez, ciao! Ah, j'ai trop parlé là. Comment j'ai soif. JPP. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais c'est pas possible.